18h13, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On est avec le général Jean-Paul Paloméros. Israël, la réplique israélienne se déploie sur deux fronts, à la fois au niveau de la bande de Gaza, on va l'évoquer dans un instant, mais il y a aussi le front nord avec le Liban, puisqu'il y a eu aujourd'hui de nombreuses frappes israéliennes sur des cibles du Hezbollah qui évidemment avait également attaqué les positions israéliennes. C'est compliqué pour l'armée israélienne de tenir comme ça sur deux fronts différents ou pas? C'est une armée qui est prête. C'est moins compliqué que ça ne le fut il y a quelques semaines, puisque Israël est monté en puissance et la mise sur pied de guerre de l'État repose effectivement sur la montée en puissance de ses réservistes. Un pays ne peut pas être en permanence sur le pied de guerre. Là, il n'y a pas d'effet de surprise. Et en plus, Israël avait assez légitimement privilégié ce front, qui de loin paraissait le plus dangereux. Le Hezbollah, c'est une vraie force armée. Le Hamas n'a pas encore montré qu'il était une force armée, on va le voir dans les jours suivants. Est-ce que c'est un groupe de terroristes qui agit avec des actes terroristes? C'est pas impossible, c'est même, oui, c'est même sûr. Probable. Mais le Hezbollah, c'est pas la même chose. Et évidemment, comme chacun le sait, il y a un lien direct avec l'Iran, ce qui veut dire que, à mon sens, le Hezbollah ne bougera pas sans, quelque part, l'aval de l'Iran. Alors, je crois qu'il y a aussi des interventions iraniennes médiatiques pour préparer tout ça, peut-être. Et ils proposent la paix avec la Turquie. C'est assez étonnant, quoi. C'est des pompiers pyromanes, en quelque sorte. Mais je crois qu'Israël est prêt. Et évidemment, la meilleure défense, c'est l'attaque, histoire de calmer le jeu et de dissuader. Et puis, souvenons-nous qu'il y a quand même un groupe aéronaval américain qui est dans le coin. Que si la situation se détériorait, je pense que les Américains ne pourraient pas laisser les choses se détériorer. Elle est trop loin. À un point que Israël serait vraiment menacé. Vraiment en danger. Julien Drey, le Hezbollah qui attaque à son tour Israël, c'est une probabilité que... Le problème, c'est qu'il y a le chef du Hezbollah, qui s'appelle Nasrallah, et qui a en même temps des commandants de région. Et les commandants de région, en ce moment, eux, veulent rentrer en guerre. Et Nasrallah est pris dans cet étau-là, parce que les opérations que vous voyez ne sont pas des opérations qui sont téléguidées. C'est des opérations où les commandants disent maintenant, c'est nos frères, il faut y aller, etc. Donc il y a une logique de guerre qui peut s'imposer par-delà les grands états-majors. Voilà. Et c'est la difficulté du moment dans lequel on est. Et ça, c'est renforcé par l'arrivée de milices irakiennes qui ont franchi la frontière hier et qui, elles, veulent en découdre tout de suite. Donc la situation, on est sur un baril de poudre et même quand vous voulez la contrôler, vous ne la contrôlez pas. Après, sur l'Iran, le problème de l'Iran, c'est qu'eux aussi, ils sont sur un baril de poudre. S'ils perdent là, on regarde la situation interne en Iran, c'est pas évident que le régime des passes d'armes, il va pouvoir tenir longtemps. Parce que je peux vous dire que moi, j'ai un nombre d'amis iraniens que je défends à l'inverse de la gauche, d'une partie de la gauche française qui oublie en général ce qui se passe là-bas et qui nous disent une seule chose, il ne nous faut pas beaucoup pour qu'on fasse tomber le régime. Bon, on va écouter juste le porte-parole de Tsahal qui se dit prêt à tenir un éventuel front sur le nord du pays, c'est-à-dire à la frontière avec le Liban. Écoutez. Nous continuons à défendre farouchement notre frontière nord et à frapper depuis l'air et la terre toute tentative de tir ou d'infiltration en Israël. Je tiens à souligner que l'armée israélienne est prête à répondre à toute personne qui tenterait de déstabiliser la situation sécuritaire dans le nord du pays. Nous sommes très bien préparés à la frontière nord. Voilà pour ce que dit l'armée israélienne. Éric Nolot, on a aussi les États-Unis, Anthony Blinken, qui dit que les États-Unis sont déterminés à empêcher toute escalade du conflit. On voit que tout le monde essaie de faire son mieux. On vit là, on l'a vu uniquement dans les livres d'histoire. On revisite une période, on dit voilà l'engrenage, les contemporains le voyaient arriver, voilà, stade après stade, aggravation après aggravation, et nous on voit le résultat final dans le livre d'histoire, et là on vit l'histoire en direct, et franchement plus personne ne sait comment ça peut tourner. Effectivement, l'intérêt de l'Iran, c'est pas forcément d'entrer dans un embrasement régional, mais est-ce que c'est toujours la rationalité qui parle? L'histoire nous a prouvé que non. Donc là, on est vraiment sur un baril de poudre. Ça peut être une sorte de mini-guerre mondiale. L'histoire, vous êtes professeur d'histoire, Kevin Bossuet, elle est évidemment imprévisible. Elle est complètement imprévisible. Tout peut déraper. Il suffit, par exemple, d'un missile mal ajusté qui tombe dans un autre endroit que celui qui était prévu pour que finalement
tout explose. Et ensuite, il faut aussi voir, par exemple, ce qui se passe chez la population également palestinienne, je veux dire en Cisjordanie, avec de plus en plus d'affrontements entre les colons et cette population-là, avec quelque chose qui bouge énormément. Donc évidemment, tout est imprévisible et c'est aussi ce qui est passionnant dans ce que l'on vit, parce que tout est possible. Et ceux qui nous disent que la guerre, finalement, la guerre mondiale n'est pas possible, ce n'est certes pas le plus probable, mais vous savez, à l'époque, en 1933, 1934, 1935, on nous disait que la Seconde Guerre mondiale n'allait jamais arriver, et elle est arrivée. Absolument. Et la bascule, Alors, Florian Tardif, Alexandre Devecchio. On ne va pas faire de parallèle avec ce qui s'est passé assez récemment en Ukraine, par exemple, mais on a failli basculer. Lorsqu'il y a eu ce missile qui a tué 2 Polonais, si c'était un missile envoyé par les Russes et qu'un État qui fait partie de l'OTAN était ainsi attaqué, la bascule était assez rapide, où l'on pouvait rentrer assez rapidement dans un conflit international. C'est-à-dire, on ne se rend pas compte parfois, lorsque l'on évoque telle ou telle situation, à quel point, justement, le point de bascule peut arriver à tout moment. Général Paloméros ? Non, oui, je suis d'accord avec vous, mais il y a quand même, je pèse mes mots, mais il y a plus de rationalité, entre guillemets, dans le conflit russo-ukrainien, avec tout ce que ça peut comporter, que dans ce qui se passe en ce moment. Ce qui se passe est beaucoup moins prévisible. Il y a effectivement, et ça a été parfaitement expliqué, il y a la grande politique et il y a la réalité du terrain. Et cette réalité du terrain, elle peut entraîner des engrenages. Mais rappelons-le, Israël, et le représentant de Sahel l'a dit, Israël est bien préparé. Là, il n'y a pas d'effet de surprise. Il a d'ailleurs fait dégager les zones qui sont les plus à risque. Là aussi, ça fait des réfugiés qui viennent. Mais et il a fait monter en puissance ses réservistes. Donc, c'est très dissuasif. Quand vous avez la Tsahal devant vous, le Hezbollah connaît, quoi. Et il voit les conséquences. Il peut être ramené à rien du tout, si vous voulez, en quelques semaines. Et les Israéliens, là, pour le coup, ils savent comment le Hezbollah fonctionne et ils savent où frapper. Et alors, je ne parle même pas des conséquences sur le Liban. Ah oui, qui est déjà au bord de l'explosion en permanence. Alexandre Devecchio, après Julien. Oui, effectivement, on parlait tout à l'heure de la guerre en Ukraine. On voit bien que le monde pacifié dont on rêvait après la chute du mur de Berlin en 89 n'existe pas du tout, que l'Occident, en réalité, a de nombreux adversaires, la Russie de Vladimir Poutine, mais aussi l'islamisme, et qu'on est dans un monde, effectivement, en guerre, malgré tout. Il n'y a pas de guerre mondiale, mais il y a des conflits mondialisés un peu partout. Et ensuite, ce que ça montre, c'est que la lutte est tout de même existentielle pour Israël. L'ONU demandait une trêve humanitaire. On entend beaucoup que la riposte est disproportionnée. Encore une fois, c'est pas simplement un affrontement contre Gaza, c'est un affrontement contre un mouvement islamiste mondial, contre des pays arabes qui jouent un rôle ambigu, voire qui sont des adversaires, comme l'Iran. Donc il faut bien resituer ce conflit dans sa dimension géopolitique et voir à quel point Israël est malgré tout fragilisé. Effectivement, Tsahal est fort, mais ils ont raison de se défendre dans le sens où leur survie, malgré tout, est en jeu. Julien Drey, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on reparte sur le terrain ? Par rapport au Liban, ce qu'il faut savoir, c'est que l'armée israélienne a tiré les leçons de 2006. 2006, c'est un échec. Voilà. Ils sont rentrés une première fois, ils croyaient qu'ils avaient réglé le problème, ils sont ressortis, ils ont eu des pertes très lourdes. Vous parlez de Gaza, voilà, non, du Liban. Du Liban. De 2006. Okay. L'opération au Liban en 2006, pour l'armée israélienne, a été considérée comme un échec par rapport à ce qu'ils avaient prévu et par rapport au nombre de pertes. Et ça fait des années qu'ils travaillent sur cette question-là. Donc, le général a raison. Le front qui surveillait le plus, c'était le front du Hezbollah, parce qu'ils ont en face d'eux une armée organisée, disciplinée, préparée, etc. Mais mon avis personnel, c'est que le Hezbollah est dans un état de fragilité terrible. Parce que déjà au Liban, il était énormément contesté. Et une grande partie de la population libanaise, qui vit dans la misère, veut se débarrasser du Hezbollah. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a des logiques qui vont se développer dans les jours et les semaines à venir. Et derrière, il faut aussi comprendre qu'il y a une guerre de leadership sur le mouvement islamique, sur l'islamisme politique. Parce que la guerre, c'est qui prend la direction ? Les chiites ou les sunnites ? Exactement. Voilà. Et pour l'instant, c'était les chiites qui, grâce aux Russes, avaient réussi à reprendre. Et c'est pour ça qu'Erdogan sort du bois.
Parce qu'il se dit, parce que lui c'est un spécialiste de ça, il se dit les chiites vont se casser la figure et c'est moi qui vais redevenir, avec les frères musulmans, le leader de l'islamisme politique radical. Monsieur Paloméros, sur la fragilité, comme le disait Julien Drey, du Hezbollah, alors qu'on sait que c'est une armée puissante et riche. Ce qui est certain, c'est que dans le contexte, le Hezbollah ne peut pas rester sans rien faire. Ça serait complètement incompréhensible de la part des populations et il perdrait encore plus de légitimité. Mais c'est vrai que la dégradation de la situation au Liban est telle que les bases du Hezbollah sont quand même finalement fragiles, même si c'est un outil militaire qui est assez bien organisé. Mais il est bien organisé, mais il est aussi bien ciblé par Israël, si vous voulez. C'est pas ce qui s'est passé au Hamas qui a quand même pris un peu tout le monde par surprise, parce qu'il y avait... Voilà, c'était pas le front qui était ouvert, on pensait qu'ils étaient sur une ligne politique, etc. Et on ne sentait pas monter cette dimension terroriste. Enfin, pas le terrorisme de masse, j'entends. J'ajoute que les familles chiites au Liban, elles en ont aussi marre du Hezbollah. Parce que, on l'a pas vu l'actualité, mais régulièrement, l'invasion israélienne est intervenue en Syrie. Et régulièrement, elle a détruit des dizaines et des dizaines de convois. Voilà. Donc, il y a beaucoup de familles chiites qui ont perdu leurs enfants. Et qui, d'ailleurs, maintenant... les envoient à l'étranger parce qu'elles ne veulent pas qu'ils soient embauchés de force ou enrôlés de force par le Hezbollah. Alors, il y a une guerre qui se livre sur le terrain, puis il y a une guerre de l'information, évidemment, et désormais, elle fait rage. C'est pour ça que l'armée israélienne multiplie les communications, notamment la diffusion d'images les plus dures des atrocités qui ont été commises. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial Anne-Isabelle Tollet et Olivier Gangloff. Bonsoir à tous les deux. On voit évidemment cette armée israélienne qui communique très régulièrement, Anne-Isabelle. C'est une opération de communication, mais aussi une mission mémorielle pour que ces massacres du Hamas perpétrés le 7 octobre 2023 ne soient jamais oubliés. Ces images que l'armée israélienne veut montrer aux journalistes sont, vous vous en doutez, insoutenables. Elles sont le résultat de la compilation d'une dizaine d'heures de vidéos récupérées via les caméras que les hommes du Hamas avaient fixées sur leur poitrine, mais aussi les caméras de vidéosurveillance des maisons, des téléphones portables utilisés par les terroristes ou par leurs victimes. On voit par exemple les terroristes abattre à bout portant et en ricanant des familles entières. Des corps déchiquetés gisent dans des mares de sang et sur certains extraits, on entend le son insupportable des tortures qui sont infligées aux habitants des kibboutz et qui, pour être honnête, je n'ai pas pu regarder. C'est donc un enchaînement de scènes de massacres très difficiles à regarder qui vise à montrer les horreurs aux journalistes pour qu'ils témoignent de ces images qui ne sont pas, il faut le savoir, diffusées en Israël. À noter que les légendes de ces vidéos sont rédigées en anglais et non en hébreu, ce qui prouve que Tsahal cible les médias internationaux pour contrer les fausses informations, voire même l'effroyable négation de ces massacres qui sont relayés dans certains médias, mais aussi sur certains réseaux sociaux. Kevin Bossuet, c'est une véritable armée de désinformation qui est à l'œuvre sur les réseaux sociaux et pas seulement. Ah non, mais c'est affreux. On le voit sur Twitter, on le voit sur Facebook, mais on le voit surtout sur TikTok, où vous avez quand même des influenceurs qui sont payés pour défendre la cause palestinienne et derrière ça, le Hamas. Enfin, c'est incroyable ce torrent de désinformation. Et en plus, les jeunes ont de moins en moins d'esprit critique. Moi, j'ai l'habitude de dire, il n'existe pas d'images justes, il y a juste des images. Et c'est vrai qu'il manque cet esprit critique qui permet aux jeunes finalement de hiérarchiser l'information et qui leur permettent également de vérifier les différentes sources. Mais le fait de prouver, c'est comme un instinct de survie pour les Israéliens, pour les Juifs. Parce qu'il faut montrer au monde l'horreur du 7 octobre, montrer en quoi c'était un crime génocidaire, montrer en quoi c'était un pogrom. Parce que le problème, c'est que plus on s'éloigne du 7 octobre, plus finalement ces horreurs-là sont oublié et on le voit également dans les médias. Moi, je suis désolé Laurence, mais de médias complices. Quand vous avez l'AFP qui refuse l'agence France-Presse qui refuse de dire que le Hamas est une organisation terroriste, moi ça me choque. Quand vous avez la BBC qui fait exactement la même chose, moi ça me choque. Quand vous avez le traitement journalistique, par exemple, de ce fameux hôpital, vous savez, on a accusé d'abord les Israéliens et le New York Times ou encore Le Monde
monde ont dû s'excuser le lendemain. Mais le mal était fait parce que les gens ne croient seulement la première version. Donc il y a une éthique que devraient avoir les journalistes. Heureusement, il y a de très bons journalistes, mais il y en a d'autres. Il faut qu'ils pensent que nous sommes dans une guerre de l'information et eux doivent être du côté de la vérité et de l'information. Mon Dieu, puissiez-vous être entendu. Éric Nolot, du côté de la vérité et de l'information. Je poursuis mon parallèle entre hier et aujourd'hui. On a connu ça. Ça s'appelle le négationnisme. Là, les réseaux sociaux s'en mêlent, donc c'est le négationnisme en direct. Mais en effet, il y a une responsabilité des diffuseurs. Comment ils peuvent tolérer que des propos négationnistes, et quand je parle de propos négationnistes, ils sont parfois portés par des politiques qui tiennent le haut du pavé, je pense. À la France Insoumise, sur cette histoire de bombardement d'hôpital, les tweets n'ont pas été effacés. Comment ça se fait qu'il y ait eu une impunité ? C'est ça qu'il faut combattre. Et en effet, il y a des gens qui sont quand même payés pour répandre ces fausses nouvelles, des influenceurs dont le métier est de désinformer. Et on est en train de parler de la France de 2023 et on parle de ça très tranquillement. Nous sommes dans un pays où des gens sont payés pour désinformer sur des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Mais c'est-à-dire qu'on va être condamné à voir ces images d'atrocités avec Nolot, même si on ne le veut pas, parce qu'on sait qu'on va être traumatisé. Et évidemment. Et moi, que je me prépare. Vous avez vu que ça me fait un peu d'effet, donc je me prépare à ces images. Mais écoutez, il faut quand même trouver le moyen de contrer ces discours. On voit bien que ce n'est pas avec des mots, les mots mentent, etc. Même les images sont remises en cause. Mais il n'y a pas d'autres moyens, malheureusement. Mon Dieu. Alors, Julien Drey et le général Palomero. Les Israéliens se sont posé la question de montrer les images. Et au départ, ils n'ont pas voulu le faire. Vous savez pourquoi ils n'ont pas voulu le faire ? Parce qu'ils ont dit, si on montre ces images-là, nos soldats, quand ils vont voir ça, on va avoir du mal même à les tenir. Et on va avoir du mal à tenir notre population. Donc ils ont préféré, l'état-major a demandé à ce qu'on ne diffuse pas les images. Mais on est arrivé dans un moment où je pense que la décision doit être prise là dans les heures qui viennent, elles vont être diffusées en Europe. Mon Dieu. Voilà. Et je voulais juste faire une remarque. Moi, ce qui me surprend, les histoires de réseau, c'est quand même toute une série de reprises, mais j'ai l'impression presque des fois c'est une armée qui est organisée. Je vais prendre un exemple, si vous me permettez. On en a parlé hier. La fameuse note du cabinet, du ministre, etc., qui a été reprise pour argent comptant par toute une série. Il disait quoi, Julien ? Il disait grosso modo que les Israéliens allaient expulser les Palestiniens, Gaza, etc. Et occuper, on en a débattu hier soir sur ce plateau. Voilà. J'ai retrouvé, à sortir du débat, j'ai retrouvé toute une série de gens dont j'ai les noms, parce que je vais leur dire, qui reprenaient à leur compte, sans avoir vérifié rien du tout. Alors que je vous l'ai dit sur le plateau, et je le confirme. Le gouvernement indien a dit, c'est une note, on ne sait même pas comment elle est arrivée là. Dans les cabinets ministériels, il y a plein de mecs qui font des notes. C'était une option, c'est pas la nôtre. L'option d'Israël n'est pas d'occuper Gaza. Alors, un dernier mot, général. En 2014, j'étais à la tête du commandement de la transformation de l'OTAN. Et il se trouve que c'était mon métier de préparer l'avenir. Je ne vais pas dire prévoir, préparer. Et j'avais mis ce sujet sur la table en disant d'une manière très simple aux chefs d'État et de gouvernement, la bataille de l'information, c'est la bataille que les démocraties n'ont pas le droit de gagner. Il faut que les démocraties apprennent à la mener en conservant leurs valeurs, mais en étant aussi offensifs et voire agressifs que l'est l'adversaire. Et tout ça est amplifié, je crois que tout le monde le reconnaît, par les nouveaux outils technologiques. On parle des réseaux sociaux, mais eux-mêmes alimentés maintenant par des automatisations. Les deep fake news deviennent des deep fake news. C'est-à-dire qu'on trafique même les images. Aujourd'hui, vous avez des images qui sont complètement contrefaites, où on fait parler, machin, et c'est relativement difficile. Maintenant, ça commence à devenir difficile de faire vraiment la part du vrai et du faux. Et ça risque de gangréner effectivement nos sociétés. C'est déjà le cas. Moi, je le vois avec mes petits-enfants et notamment les jeunes sur TikTok. Je suis obligé de leur expliquer un petit peu pourquoi. Il faut faire des cours d'histoire en permanence. Merci beaucoup, général Paloméros.